Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Merci de nous rester fidèles et merci de vous informer sur Alfayda FM, la référence. Il est midi, c'est l'heure du journal, dont voici les titres. Dissolution des institutions telles que le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Les députés convoqués ce jeudi en plénière à Kaolack, tout comme à Ziguinchor. Les acteurs politiques se sont prononcés. Réaction à suivre au courant de cette édition. Problème d'assainissement à Ndangan. Ses habitants réclament un système de canalisation pour faciliter l'évacuation des eaux de pluie. Détail également à suivre dans cette édition. Manque d'infrastructures de base. Kumbakara et Saré-Sara crient leur désarroi. Dans ces dites localités, les populations vivent le calvaire. Ils réclamaient de meilleures conditions d'existence. Vous les entendrez également dans ce journal. Prédation foncière, accès à l'eau potable, gestion nébuleuse. Le coordonnateur Pastef Ndiafat, Dr Ahmed Diallo, tire à boulet rouge sur Aïssatou Ndiaye, le maire de la commune. Vous l'entendrez également dans ce journal. Et puis dans la deuxième partie, vous aurez la page Inter, l'actualité sportive et la revue des quotidiens. Voilà donc pour le sommaire. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Ngoné Ndiaye, Rennes. Est à la présentation, partie technique Code du Sec Kenémé. Bonjour et bienvenue. Le bradage foncier à l'accès à l'eau potable. Le coordonnateur du parti Pastef de la commune de Ndiafat a tenu un point de presse pour décrier la gestion nébuleuse de la commune. N'est-ce pas, Alioune Badara Diop? Le coordonnateur du Pastef de la commune de Ndiafat, Dr Ahmed Diallo, était face à la presse pour fustiger la gestion nébuleuse de la mairie de Ndiafat. Le bradage foncier qui devient un handicap pour le développement de cette localité. La deuxième question que j'ai abordée a trait avec la prédation foncière qui sévit ici à Ndiafat. On ne passera pas tout le temps à rappeler les situations existantes, notamment à Koutal Serer, dans d'autres localités où des Ndiafatois ordinaires avaient réuni leurs maigres moyens, versé leurs contributions pour qu'ils puissent rentrer en possession de leurs parcelles. Et jusqu'à présent, rien n'est fait. C'est une situation déplorable. Le pire, c'est que récemment, la mairie a ciblé de grandes superficies, des centaines d'hectares, qu'elles veulent morceler et certainement vendre aux plus offrants. Ces terres-là, ils appartiennent à des cultivateurs. Le doyen Leiti est là. Il appartient à des Ndiafatois qui suivent matin, midi et soir pour faire leur champ, pour subvenir à la dépense quotidienne, pour pouvoir payer les frais de scolarité de leurs enfants. Concernant la salinisation et l'extension des périmètres de sel, Dr Ahmed Diallo dénonce fermement que ces pratiques doivent être sanctionnées. Je suis également revenu, et ces deux questions-là sont liées, sur la problématique de l'avancée de la salinisation au niveau des terres de Ndiafat. Ces personnes-là que j'ai citées, ces autorités-là, auront également dans leur correspondance cette problématique-là qui a été très bien décrite et détaillée, du début à la fin, avec le protocole d'accord qui a été signé avec la mairie de Ndiafat, l'extension des périmètres de production de sel, l'avancée de la salinisation qui affecte nos espaces de pâturage, qui affecte nos champs, qui affecte même nos habitations. Donc ça, également, il faut qu'on s'y penche. Une rencontre qui a vu la présence des autorités du parti Pastef et de la coalition Diomaye président du département de Kaolack. Sur ce, Dr Ahmed Diallo annonce des correspondances à l'endroit du Premier ministre Ousmane Sonko pour apporter des solutions auxquelles les populations de Ndiafat sont confrontées. Alioune Badara Diop, Dr Ahmed Diallo qui décriait la gestion de la municipalité qualifiée de nébuleuse. Faisant le diagnostic, Dr Diallo est revenu sur certaines difficultés qui hantent le sommet des populations, d'où il interpelle les autorités étatiques dans son adresse. L'essentiel de cette adresse que j'ai faite à l'endroit des populations de Ndiafat et de la presse, que je remercie d'ailleurs pour leur déplacement. Aujourd'hui, nous sommes revenus sur un certain nombre de points sur lesquels nous pensons qu'il y a urgence d'agir. Il s'agit d'abord de la problématique liée à l'accès à l'eau potable au niveau de Ndiafat. Quelque chose, une problématique qui se fait sentir à tous les niveaux, dans plusieurs villages. Nous alertons la mairie, nous alertons les acteurs qui travaillent dans ce secteur-là, vraiment à avoir une oreille attentive par rapport aux souffrances que vivent les populations. Ce sont des souffrances atroces. Nos mamans, nos parents, même si on a installé des robinets partout dans les concessions, utilisent toujours l'eau des puits, ce qui est déplorable en ce 21e siècle. Et dans une localité qui n'est ni enclavée, ni éloignée, mais qui se trouve
juste au centre du Sénégal. Pour moi, cette question-là, il faut systématiquement penser à la résoudre le plus rapidement possible. Et il faut mettre à contribution tous les acteurs pour qu'on puisse travailler parce que c'est une question d'intérêt commun. Ils veulent récupérer ces terres-là, les garder, les morceler et peut-être faire des projections sur 5 ans ou 10 ans où ils pourront les vendre et les mettre à profit. On a vu le problème de Mbourkat. C'est le même problème que nous, à Ndiafat, nous vivons ici. Et on pense que cela également doit cesser. Ce processus-là doit être arrêté le plus rapidement possible. Nous avons fait des démarches. Même si elle était légale, elle n'est pas légitime parce que ce sont des Ndiafatois à qui ces terres-là appartiennent. Il y a un minimum de processus qu'il faut respecter dans ces genres de situations. J'ai fait allusion souvent à la mise en œuvre de certains projets où les populations impactées sont récompensées. Rien n'a été fait. Pas de consultation populaire, pas de session municipale, rien, absolument rien n'a été fait. Un beau matin, on se réveille, on nous dit que des équipes sont sur les terres en train de faire le bornage. Donc ça, il va falloir véritablement que cela arrête. Et nous, en tant que coordination, et moi, en tant qu'acteur politique, j'ai décidé de porter cette question-là sur la table des autorités. Nous avons élaboré soigneusement des dossiers que nous allons mettre sur la table des autorités, à savoir le Premier ministre et d'autres autorités, notamment le ministère de l'Environnement. Mais aussi, nous avons adressé des correspondances aux députés du peuple. Ces gens-là qui savent également nous aider. Le plus en vue d'entre eux, c'est M. Guy Marius Sagna, qui a répondu également à notre correspondance et qui nous a manifesté tout son soutien pour nous accompagner à élucider les Ndiafatois et l'opinion sur le bradage foncier qui est actuellement en train de se passer ici à Ndiafat. Un autre point évoqué également, il s'agit bien de l'enclavement de Waladekh qui constitue pour lui un frein pour le développement de ces localités. Docteur Ahmed Diallo, que nous réécoutons. La dernière question que j'ai évoquée et qui nous tienne à cœur, c'est la question de l'enclavement du Waladekh. Aujourd'hui, les populations sont en train de souffrir. Pour quitter Kerwali et aller à Vellore, c'est la croix et la bannière. Il y a eu des accidents de par le passé et cela ne nous surprendra pas qu'il y ait des accidents durant cette saison des pluies. Parce qu'il a tellement plu ces derniers jours, nous tous on a été témoins. Et on sait que la lagune là, qui est traversée par le pont, elle est profonde. On a eu à assister à beaucoup d'accidents là-bas. La mairie, depuis des années, a mis du matériel à côté. Je ne sais pas si c'était une tactique électoraliste ou bien c'était pour une manœuvre pour leurrer les populations et sécuriser leur vote. Mais quoi qu'il en soit, c'est peine perdue parce que la mairie a déjà perdu la zone du Waladekh. Qu'est-ce qui leur empêche de continuer les travaux? Qu'est-ce qui leur empêche de remettre à niveau la piste pour qu'aujourd'hui les populations du Waladekh également puissent vivre en dignité, puissent vaquer à leurs occupations, puissent évacuer les urgences sanitaires, puissent permettre à ces femmes-là qui sont souvent enceintes en ces moments difficiles qu'ils puissent arriver à Ndiafat ou bien être acheminées à Kaolack en cas d'urgence. Ça, ce sont des questions qui sont vitales et sur lesquelles il va falloir que nous également qu'on puisse y agir. La situation, elle est grave, elle est déplorable. Demandez à nos jeunes amis, le coordinateur de la ZIPES qui est de Bansaman, demandez à ces gens-là, ils vont vous dire ce qu'ils vivent chaque jour pour sortir et rentrer dans le Waladekh. Mais comme aujourd'hui, on est dans cette dynamique-là qu'on appelle la solidarité départementale, je me réjouis de la présence de nos frères Alassane Diallo de Sibassor, le coordinateur de Sibassor, travaille également à l'université Sine Saloum, de notre frère Abdoulaye Diouf, de notre frère Fofana également qui est mandaté par le docteur Baba Diarra et son ami. Je parlais de la solidarité départementale. Le frère Abdoulaye Diouf et moi, qui sont de très longs amis, nous avons décidé avec la coordination de Ndiédiène de porter certaines questions, notamment infrastructurelles, sur la table du ministre des Infrastructures et du Transport, notre ami El Malick Ndiaye. Dans les jours à venir, nous comptons le rencontrer, nous comptons le sensibiliser et nous compterons sur sa diligence afin qu'il puisse aider la zone du Waladekh à sortir de ce calvaire-là que vivent ces populations-là. À l'instant, docteur Ahmed Diallo, je vous le disais dans les titres, problème d'insalubrité, manque d'assainissement. Les habitants du quartier Ndangan faisaient face à la presse pour attirer l'attention des autorités locales. Ndangan, c'est dans la commune de Kaolack. Pape Ansou Faye portait leur parole. Comme vous le constatez, ici dans l'hivernage, il y a beaucoup d'inondations ici. Parce que quand vous voyez dans les stades, il y a beaucoup d'eau qui sort d'ici. Et c'est pas normal. Les canalisations qui faisaient passer l'eau sont actuellement bouchées. Et si seulement les jeunes du quartier ne faisaient aucun effort pour régler cette situation, nous pouvons dire que là, c'est les jeunes du quartier qui ne font absolument rien. Mais comme vous le voyez, chaque semaine ou bien chaque mercredi, les femmes, les garçons sortent dans les rues pour pouvoir faire sortir les saletés et permettre aux eaux usées de passer. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de solution et nous comptons vraiment de l'aide du gouvernement, plus particulièrement de Serigne Mboup, qui est le maire de la ville de Kaolack, ou bien le conseil départemental. Mais nous aimerions aussi que les autorités fassent au moins une sorte de canalisation ici à Ndangan. Parce que les eaux qui sont dans les autres quartiers à Léona passent ici pour aller à la mer. Et ici, il n'y a rien absolument, rien du tout pour faire passer l'eau. Il n'y a rien ici, vraiment. Et nous comptons vraiment sur votre aide. Difficulté totale.
vraiment ici. Si seulement il y avait des poubelles que la mairie ou bien le conseil départemental déposait ici dans les maisons, là on pourrait au moins se dire qu'ils font des efforts. Mais absolument rien. Même à Nangan, les politiciens viennent toujours ici pour battre leur campagne. Mais après avoir été élus, rien. On voit personne pour venir ici pour dire qu'ils battent leur campagne. Nos mamans et nos papas leur soutiennent. Ils étaient ici pour battre ces campagnes. Il est venu ici sur la mosquée pour dire qu'il va faire ceci, il va faire cela. Après, pouf, on ne voit plus rien. Rien. En tout cas, nous demandons de l'aide. Comme que c'est les autorités qui sont responsables de ça. Nous leur demandons vraiment de nous aider. Vraiment. Ils sont tous inondés. Il y a des maisons qui s'inondent tout le temps, tous les jours. Et alhamdoulilah, genre, nous ne sortons pas dans les écoles pour sortir, pour dire qu'ici à Nangan, il y a de l'inondation. Non, c'est parce que ce genre de phénomène ne se passe pas ici. C'est parce que les jeunes du quartier n'ont pas baissé les bras. Direction Kolda, inquiétude des populations de Saré-Sara. C'est dans la commune de Bagadadji. Ces derniers réclament la réfection du transformateur de courant défectueux ayant pris feu depuis Belle Lurette. Ndianko Baldé nous en dit plus. Nous sommes là réunis pour une situation un peu particulière en ce qui concerne l'électrification de notre village. Les travaux ont débuté depuis fin 2020. Ils ont installé les poteaux partout dans les ruelles du village et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas terminé leurs travaux. Donc, ils avaient posé un transfo ici qui avait fini par prendre feu 3 jours après et ils l'ont laissé ici. Donc, nous sommes dans une insécurité totale du fait que chaque nuit, après les pluies, on entend des bruits, des étincelles, on voit partout, on les a appelés. C'est parce que le chef des travaux, dont je peux taire le nom, il était de passage, c'est lui qui nous avait dit qu'on allait terminer. Il allait poser le transfo, donc on n'a qu'à installer dans nos maisons. Et Sakon a vraiment s'acquitté de ses propres moyens pour installer dans sa propre maison. Avec tout ce que cela veut dire comme investissement financier, on l'a fait dans toutes les maisons pratiquement, mais jusqu'à maintenant nous sommes là. Et ce qui fait mal dans tout ça, c'est que c'est un projet qui fait maintenant presque 5 ans. Et nous sommes là, nous sommes l'unique où 2 villages. On a fait le nécessaire parce que c'est ce qu'il fallait. On a vu certaines autorités pour leur parler du cas. Jusqu'à maintenant, ça ne bouge pas. On a décidé aujourd'hui de faire ce point de presse vraiment pour alerter le chef de l'État, le ministre de l'Énergie et le directeur de l'ASER et le directeur du PIDC parce que c'est un programme à ne pas oublier, un programme du PIDC, de leur dire d'exiger la société qui avait gagné le marché de terminer ce boulot parce qu'il ne reste que de changer ce transfo-là qui nous met dans une insécurité totale. Restons toujours à Kolda. La mouche qui a piqué les habitants de Saré semble avoir piqué également ceux de Kumbakara. Les habitants de cette commune réclament de meilleures conditions d'existence, manque d'infrastructures, insécurité, insalubrité entre autres. Paté Diao explique la situation. Avec une superficie de plus de 342 km, Kumbakara compte aujourd'hui plus de 17 000 habitants répartis en 59 villages. Et la seule commune au Sénégal qui manque aujourd'hui de tout, car 0 village électrifié sur les 59. Aucun village n'a accès à l'eau potable. Une commune où un lycée n'a jamais vu le jour. Et pourtant, la première école primaire qui a été créée à Kumbakara a vu le jour en 1978. Une localité qui n'a même pas 1 mètre de route goudronnée, malheureux. Une localité où les populations sont obligées parfois de monter sur des arbres pour émettre ou recevoir des appels téléphoniques pour faute de réseau. Voilà aujourd'hui les femmes et enfants de la commune qui subissent de l'insécurité, passent par de l'électricité. Imaginez, nous sommes au 21e siècle et pour se procurer une barre de glace à Kumbakara, il te faut 600 francs. Malgré son attractivité économique, les investisseurs ne veulent pas de Kumbakara parce qu'ils considèrent qu'une localité sans électricité est une zone à risque de vie. Dans le domaine de la santé, c'est pire. Les postes de santé qui polarisent la commune sont très mal équipés. De cela pose un véritable problème au personnel de la santé qui y servent, mais aussi à la population. Pour évacuer nos malades d'un lieu à un autre, faisons recours à des charrettes et des motos. Et pas mal de femmes perdent leur vie en donnant naissance grâce à ces moyens de déplacement non commodes et au mauvais état des routes. Nos frères et sœurs abandonnent leur parcours scolaire dès l'obtention du BFM parce qu'ils souffrent énormément d'heures qu'ils atterrissent dans les lycées des communes environnantes, faute de tuteurs. Les filles et filles de la commune de Kumbakara se voient bannies, abandonnées par les régimes précédents et pourtant nous sommes des enfants de ce pays. Comme tous les autres filles et fils
fils des autres localités de cette nation. Ça fait mal, oui ça fait mal. Le peuple de Kumbakara dit stop à cette discrimination qu'il est en train de se subir depuis belle lurette. Nous faisons appel aux autorités compétentes pour venir au secours à la population kumbakaroise qui est en train de se noyer dans ces maux incommensurables. Nous, fils et filles de la commune de Kumbakara, réclamons la création d'un lycée, l'électrification d'ensemble des 59 villages, installation d'un réseau téléphonique digne de son nom, une route goudronnée qui fait le tronçon Tiara Kumbakara Tideli. La jeunesse kumbakaroise en tout entière demande son excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre Ousmane Sonko de nous rendre la monnaie. Car certains de nous ont perdu leur vie, ont sacrifié leurs âmes pour les aider à la tête du pays. Aujourd'hui, nous nous exprimons pour faire comprendre à ces autorités que nous souffrons et nous sommes déterminés à mener ce combat jusqu'au bout. À l'instant, Pathé Diao, porte-parole du mouvement des leaders visionnaires de Kumbakara, au micro de Pape Kadjali Badji. Insuffisance du personnel au niveau de la comptabilité publique dans la région de Kolda. Le maire de la commune de Médina Yoro Fula plaide pour l'équité territoriale car leur département ne dispose pas de percepteurs. Kalidoussi nous en dit plus. Notre difficulté réelle, c'est que nous savons ici, dans la région de Kolda, nous avons au niveau de la comptabilité moins de ressources humaines parce que nous avons besoin de ressources humaines de qualité nous permettant vraiment d'avoir plus d'accompagnement au niveau communautaire et au niveau des collectivités territoriales. Pour le département de Médina Yoro Fula, nous avons dit aussi qu'il faut promouvoir l'équité territoriale. Nous n'avons pas un percepteur départemental. Kolda Ana, mais si on avait à Médina Yoro Fula encore une perception départementale, cela allait permettre maintenant au cadre au niveau local d'être suivi par le trésor public parce que nous savons qu'ici à Kolda, il y a beaucoup d'actions. Nous avons 43 collectivités territoriales avec peu de comptables. Donc cela veut dire qu'il faut rehausser cette plateforme pour permettre un recouvrement au niveau des collectivités, au niveau des collectivités les plus reculées surtout, que nous saluons en tout cas cette volonté politique du gouvernement et dire que en tout cas nous, en tant que collectivité territoriale, nous sommes satisfaits et nous pensons que maintenant nous allons tous ensemble dérouler nos activités et respecter les clauses et les recommandations. Des propos tenus en marge d'une assemblée générale consacrée à la direction générale de la comptabilité publique et du trésor sur la promotion de la gestion des collectivités territoriales. Kolda, nous y sommes, nous y restons. 120 heures renouvelables chaque semaine jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Tel est le mot d'ordre des agents des collectivités territoriales de la région de Kolda. Ces agents fustigent la sortie de leur ministre de tutelle Bala Moussa Fofana, Ibrahim Koïta, que nous écoutons pour plus de détails. Cette semaine aussi, nous avons à décréter 120 heures renouvelables chaque semaine jusqu'à satisfaction totale de nos revendications. Comprenons pas véritablement le mutisme et l'attitude de ce nouveau régime était vraiment permis, mais avec eux, le doute s'est véritablement installé. Surtout avec la sortie de notre ministre de tutelle, dans laquelle véritablement on voit qu'il n'y avait pas cette élégance républicaine de sa part, que nous ne pouvons pas comprendre et admettre un ministre de tutelle qui est là, qui comprend avant qu'il ne vienne au pouvoir le combat que nous sommes en train de mener. Aujourd'hui, ce ne sont pas des revendications, mais nous demandons réparation par rapport à une injustice sociale dont nous sommes victimes. Aujourd'hui, il sort d'un conseil des ministres, il fait un point de presse sans pour autant convoquer au préalable l'intersyndical pour en discuter. Là, il parle aujourd'hui, je m'excuse du terme, il ne parle ce qu'il veut parce que nous considérons que c'est de la manipulation. Quand il y a eu un travail qui a été fait, c'est un processus, l'État c'est une continuité. Quand maintenant ils doivent remettre en cause tout ce processus-là, vraiment ils doivent le faire de manière objective et de manière responsable. Appeler l'intersyndical, leur dire que on a trouvé un processus qui est là. Nous avons étudié ce processus. Voici notre préoccupation, voici notre position. Qu'il y ait des essences et des discussions jusqu'à avoir un compromis. C'est ça véritablement qu'on attend d'un ministre de la République. Mais un ministre de la République qui sort, qui donne des chiffres qu'il ne maîtrise même pas, mais mieux, il va vers des menaces. Ça, ces menaces-là ne peuvent pas prospérer. Ça, il doit pouvoir le comprendre. Les menaces ne peuvent pas prospérer. Ils doivent nous appeler à un dialogue, échanger et discuter, je dis, avec responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas plus patriotes que nous. Ils ne sont pas plus sénégalais que nous. Nous connaissons aujourd'hui le Sénégal. Et nous savons ce que nous voudrions pour ce Sénégal. Nous sommes des travailleurs qui ont été lésés. Et ça, ils le comprennent.
comprennent et tout le monde le sait. Maintenant, s'il y a une tension financière qui est là, qu'ils appellent, qu'ils échangent, qu'ils discutent, mais parler d'un chiffre, oui, 16 000 agents, maintenant il n'y a que 1035 qui sont dans les normes, parler ce qu'ils veulent, vraiment c'est désolant, c'est regrettable pour un ministre de la République. Je suis véritablement attristé par rapport à cette sortie. On ne s'attendait pas de cette sortie-là de notre ministre de tutelle. C'est pourquoi nous lançons un appel au président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, vraiment qu'on va vers un dialogue constructif. Sinon, on va aller vers une confrontation. Et cette confrontation-là, elle est inévitable par rapport à cette posture de notre ministre que nous sommes en train de voir et que nous déplorons. Des propos de Ibrahim Koïta, mandataire régional de la FGTSB. Il s'entretenait avec notre correspondant sur place, Papa Kadjali Badji. Il est 12h passées de 19 minutes. Vous suivez le journal. L'Assemblée nationale du Sénégal en session extraordinaire ce jeudi pour une éventuelle proposition de loi allant dans le sens de dissoudre les institutions, notamment le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. À Ziguinchor, les acteurs politiques se sont prononcés. N'est-ce pas, Mohamed Sagna? Le président Diomaye convoque l'Assemblée nationale en session extraordinaire ce jeudi 29 août. C'est à croire que l'on s'achemine vers la dissolution du Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique et social et environnemental. Une démarche saluée par le camp du PASTEF. Il ne se lève pas, il prend des décisions comme ça, là va vite. À chaque fois, il mûrit ses réflexions, il mûrit vraiment les actes avant de les poser. Je pense que s'il va jusqu'à écrire au président de l'Assemblée nationale pour vraiment lui proposer ce projet de loi qui tend à dissoudre les institutions qui sont le HCCT et le CSE, je pense que c'est une bonne démarche. Pour ce militant du Benno Bokk Yakaar, cette éventuelle dissolution de ces institutions ne constitue pas une priorité pour les Sénégalais. Je pense que le Sénégal a d'autres priorités que de penser à vraiment convoquer l'Assemblée nationale juste pour la dissolution de quelques institutions. Au lieu de se lancer dans cet abordage, de dire qu'il faut dissoudre telle ou telle institution, les priorités sont ailleurs. Pour ce militant du PASTEF, les fonds alloués à ces institutions pourraient servir dans certains secteurs d'activité. Ça permettra un peu à l'État de rationaliser ses dépenses, d'autant plus qu'on voit déjà en bas les gens dire que si on dissout ces deux institutions, l'État peut en tout cas récupérer plus de 15 milliards de francs CFA. Je pense que c'est une bonne chose. Gorgui du Benno Bokk Yakaar voit le contraire. Ça n'a aucun impact. Parce que même si ils disent qu'ils vont économiser, quelques fonds qu'ils vont économiser, ils vont peut-être se lancer dans cet argumentaire d'économie. Et je sais qu'ils vont s'être dissoudre, mais ils vont créer autre chose qui va être plus budgétaire. En attendant l'examen de ce projet de loi, les commentaires vont bon train du côté des citoyens sénégalais. Mohamed Sagna, restons toujours à Ziguinchor, où les populations également ont donné leur avis sur la question. Si certains saluent la démarche, d'autres désapprouvent. Leurs propos recueillis par Mohamed Sagna. Je l'apprécie positivement. Pourquoi je l'apprécie positivement? Moi, j'ai fait que je suis patriote comme le président. Nous avons les mêmes visions. Tout ce que je souhaiterais avoir dans le pays, et je pense que c'est le président-là qui va pouvoir le faire dans le pays. Et néanmoins, que je n'ai pas beaucoup d'informations sur le ACCC et l'autre Conseil économique et social, mais je suis entièrement d'accord avec le président. Pourquoi? Puisqu'il est mon président, moi je pense que s'il va jusqu'à penser pouvoir dissoudre ces deux gestions-là, c'est parce qu'il a vu que ces deux gestions-là ne sont pas bénéfiques. Peut-être qu'ils ne sont pas aussi à jour qu'on doit les dissoudre. S'il le fait, je suis entièrement d'accord avec lui, sans aucune explication. Pour moi, je crois que ce n'est pas le moment. Le moment n'est pas opportun pour dissoudre quoi que ce soit l'Assemblée ou tout ce qui en suit, parce qu'il n'y a pas encore de déclaration de politique générale et il n'y a pas d'orientation par rapport à ce qui se passe et ce que la population attend de ce nouveau régime. C'est quoi que l'on puisse dire aussi, l'ancien régime, bien vrai qu'on a eu confiance à ce régime, c'est pour ça qu'on les a élus et les autres, non. Donc, il est de leur devoir d'essayer de mettre la population sénégalaise en général dans les conditions propices. La question sur la dissolution des institutions continue d'alimenter les débats à Kaolack. Cheikh Ibrahim Diallo, leader du PJD, face à la presse, a dévoilé sa position. Suivons ses propos. Mon point de presse aujourd'hui, je le tiens ici à Medina Baye, chez moi, à Kaolack, pour éclaircir ce que j'ai déjà annoncé depuis longtemps. J'avais appelé les Saloum Saloum en leur disant qu'on devait se réunir pour essayer d'avoir un objectif commun pour que le Saloum revienne comme avant.
avant. Mais il paraît que ma voix n'était pas une voix autorité. C'est pour cela, tardivement, ce qui vient d'être annoncé va se faire et forcément, ils n'ont pas le choix. C'est la suppression des 2 chambres, le HCCT et Conseil économique et social. Pour dire que c'est une réalité, puisque le PASTEF avait promis à ses électeurs que ces 2 chambres seront supprimées complètement pour que les dépenses de l'État soient apaisées et que ce qu'on veut développer le Sénégal, avec ce lourd dépenses, le Sénégal ne peut pas avancer. Donc c'est une réalité que personne ne peut éviter. En politique, on avance, mais il n'y a pas de pas en arrière. Ce que les Benno Bokk Yakaar avec le APR ont fait depuis leur chute aux élections, ils n'ont pas essayé de bouger, ils sont restés muets, comme des polterons, je veux dire. En politique, il faut être courageux, il faut être persévérant, il faut initier et il faut aussi frapper fort. Quand on hésite, c'est-à-dire on marche en arrière et qu'on ne doit pas marcher en arrière. Donc pour conclure à ce point, je dirais qu'ils n'ont pas le choix, ils vont supprimer et s'ils refusent de voter, l'Assemblée sera dissous forcément parce que le Conseil constitutionnel va leur donner la possibilité de le faire. Donc APR et le Benno Bokk Yakaar, s'ils ne se lèvent pas pour un sursaut national, c'est fini politiquement. Ils seront morts politiquement, je dis. Parce que le PASTEF a le pouvoir, a le courage, a les possibilités. Ils pourront trouver une assemblée consciente qui les permettront à gouverner paisiblement sans gêne. Lors de cette sortie, Cheikh Ibrahima Diallo n'a pas manqué d'appeler à l'unité tout en faisant une lecture sur la recrudescence des cas de meurtre au Sénégal. Nous l'écoutons. En ce qui concerne les violences qui se déroulent au pays, d'accord, c'est national mais c'est international. Parce qu'il y a les lobbies et les mafias bien planifiés, ce qui se déroule dans le monde. C'est tout le sionisme. On gagnait le terrain. Si vous voyez l'Europe est devenue une Europe sioniste. Ce qui se passe en France, ils n'arrivent pas à respecter cette démocratie qu'ils ont essayé d'obliger en Afrique. Depuis plus de 1 mois ou 2 mois, il y a une majorité qui ont gagné et ils n'arrivent pas à gouverner. Ils n'arrivent pas à être nommés un premier ministre pour qu'ils puissent avancer et puissent gouverner. C'est partout en Europe. Donc, ce qui s'est passé en Angleterre, ce qui se passe aussi dans les pays, Allemagne, tous ils sont devenus des sionistes. Donc, pour ne pas être, comment dire, brouillés par cette force, il faut qu'on s'unisse. Nous les Sénégalais, surtout nous les Saloum, pour qu'on puisse, au moins, même si on n'arrive pas à trouver une majorité, mais on arrive à séduire ceux qui sont en surplace, pour qu'on puisse composer et aller en avant, pour que le Sénégal avance. Je vous salue, je vous souhaite une bonne fête de Maulid, parce qu'on est à la seuil de Maulid. Vous connaissez le prophète Mohammed, paix et salut sur lui et ses disciples ou ses compagnons. C'est lui qui nous a amené cette liberté. Sans lui, l'homme ne sera pas libre. C'est lui qui a libéré l'homme avec cette lumière qui est déjà, même en Europe, si vous vous rappelez ou si vous suivez les événements, c'est par milliers que les Européens et les Américains entrent en islam actuellement. C'est surtout le problème de Gaza. Ce n'est pas un problème de personne et personne, c'est un problème d'idéologie. L'islam, avant d'être une religion, c'est une civilisation. Une civilisation, on ne peut pas la dominer, on ne peut pas l'éliminer comme ça. Donc, je salue aussi mes khalifs. En premier lieu, le khalife général de Medina Baye d'Al-Faïda, Khadimoul Oumma, Cheikh Mohamedoul Mahi Ibrahim. Vous nous suivez toujours sur les ondes de la référence, l'info continue. 15 personnes ont comparu hier par devant la barre du tribunal des flagrants délits du TGI de Kaolack. Entre condamnation en sursis, peine ferme et relax, la chronique judiciaire de ce jeudi avec Ndeye Fatou Cissé. Suite au renvoi de plusieurs dossiers, le tribunal finira par n'examiner que 12. Au total, 12 dossiers qui concerneront donc 15 personnes prévenues âgées de 19, la vingtaine ou encore la trentaine allant au seuil de 50 ans. Si du côté des affaires avec constitution de partie civile, il y a des femmes, au box des prévenus n'en sortira que des hommes et des garçons à peine majeurs. 3 retourneront suite à leur procès auprès des siens. Ils seront relaxés. 8 parmi les 15 personnes prévenues écoperont de peine ferme suite à leur jugement pour des faits de vol, d'agression, usage de drogue, notamment le chanvre indien, dont les conséquences néfastes sont difficilement vécues par les proches des personnes addictes. L'autre revers, la vente du produit prohibé, un exercice qui, malgré la répression, continue son chemin. Hier, lors de son audience, le tribunal a condamné à 2 ans de prison ferme un plombier de 48 ans, marié et père, pour avoir détenu à Kaolack du chanvre indien qui était destiné, selon la prévention, à l'offre ou à la cession. Les accidents mortels, un fléau qui
continue d'atterrir par devant la barre du TGI de Kaolack, qui à son audience d'hier a prononcé des peines assorties du sursis à l'encontre de 3 chauffeurs qui étaient poursuivis respectivement pour des faits d'homicide involontaire, communément appelé accident, ayant engendré mort d'homme. En outre, ces chauffeurs prévenus devront payer une amende de 56 000 francs. Actualité internationale. L'actualité internationale, c'est avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. En Gambie, le ministre de la Justice a défendu hier devant la presse un nouveau projet de constitution. La réforme, qui devrait être votée en 2025, est jugée indispensable pour la stabilité du pays. Actualité internationale. Au Gabon, le gouvernement de transition mené par le général Brice Oligui Nguema va célébrer en fanfare jeudi et vendredi le premier anniversaire de la chute de la dynastie Bongo après 55 ans de règne. Un an après avoir déposé le président Ali Bongo Ondimba, le nouvel homme fort du Gabon qui a promis de rendre le pouvoir aux civils, semble déjà en campagne pour l'élection présidentielle fixée à août 2025. Toujours au Gabon, le ministre de la Justice a annoncé avoir ordonné le retour en détention provisoire de 2 jeunes violeurs et meurtriers présumés après une vague d'indignation sur les réseaux sociaux liée à la révélation de leur libération. Les 2 hommes ont bénéficié d'une mesure de liberté provisoire accordée par le juge d'instruction en date du 22 décembre 2023, a détaillé le ministre de la Justice, Paul-Marie Gonjou, dans un communiqué mardi. Actualité internationale. La Namibie prévoit d'abattre 723 animaux sauvages, dont 83 éléphants, pour distribuer la viande aux personnes qui ont du mal à se nourrir en raison d'une grave sécheresse. Le ministère namibien de l'Environnement a annoncé ce plan national de lutte contre la famine. Actualité internationale. L'Éthiopie a estimé mercredi qu'une nouvelle mission dirigée par l'Union africaine en Somalie pourrait aggraver les tensions dans la Corne de l'Afrique après l'envoi par l'Égypte d'une aide militaire à ce pays en proie aux attaques des islamistes Shebab. Cette nouvelle mission, baptisée Mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie, doit prendre le relais d'une autre mission, l'ATMIS, mission africaine de transition en Somalie à partir de janvier 2025. Cette mise en garde intervient après que l'Égypte, à couteau tiré avec l'Éthiopie depuis des années, a envoyé du matériel militaire à la Somalie. Actualité internationale. En Haïti, des milliers de jeunes se ruent vers l'armée alors que la violence généralisée des gangs crée de rares opportunités d'emploi dans le pays. Au moins 3000 personnes ont été sélectionnées en août et invité à soumettre des documents personnels dans l'attente d'une batterie de tests. Actualité internationale. Paris a lancé hier soir ses premiers Jeux paralympiques avec une cérémonie hors stade. La compétition qui commence aujourd'hui va durer 11 jours dans et devant les plus beaux monuments de la capitale. Et sport. L'actualité sportive, c'est avec Alioune Badara Diop que nous disons bonjour. Bonjour mesdames et messieurs, nous allons démarrer la page sportive avec le remaniement du staff de l'équipe nationale A. La direction technique nationale a procédé au remaniement du staff équipe nationale A de football du Sénégal. Suite au départ du français Régis Bogard, rapporte un communiqué de la Fédération sénégalaise de football. Pape Bouna Thiaw rejoint le staff de l'équipe nationale comme premier entraîneur national adjoint. Teddy Pellerin, deuxième entraîneur national adjoint. Hussein Bichara comme préparateur physique. Aliou Cissé est toujours maintenu comme sélectionneur national de l'équipe nationale A de football. Parlons à présent du tournoi UEFA A. Serigne Saliou Dia convoque un nouveau groupe de 25 joueurs à moins de 20 jours du coup d'envoi du tournoi de UEFA A. Le sélectionneur national de U20, Serigne Saliou Dia, a peaufiné ses stratégies avec les garçons. À Toubab Dialaw nous apprend Africa Foot United. À cet effet, il a convoqué cette fois 25 joueurs au lieu de 23 qu'il avait l'habitude d'appeler. On y trouve forcément
des visages devenus familiers, mais de nouveau dans la petite tanière. Parmi eux, on peut énumérer Moustapha Diop, défenseur central de l'Académie Génération Foot, et Abou Soumari, sociétaire de l'AS Cambren. Ces deux jeunes talents intègrent pour la première fois l'équipe nationale U20 à l'absence de Mohamed Diop, de Fury du foot de Louga, blessé. Le tournoi UEFA A, le Sénégal dans le groupe B, l'Union Fédération Ouest Africaine de football UEFA a procédé au tirage au sort du tournoi réservé aux moins de 20 ans qui est prévu du 15 au 30 septembre au Libéria. Le Sénégal retrouve le groupe B en compagnie avec la Mauritanie, la Gambie et le Mali. Pour le groupe A, Libéria, Guinée-Bissau, la Guinée et la Sierra Leone. Parlons à présent foot féminine. Mamfama Ndongo, nommée la nouvelle entraîneur de Diapo Olympique de Guédiawaye. Le club de la banlieue a fait l'annonce à travers les différentes plateformes. Amin Sarr envoyé en prêt à Hellas Vérone en Italie. L'international sénégalais va prendre le chemin de l'Italie à Hellas Vérone pour un prêt. L'annonce a été faite par son club pour un achat fixé de 5 millions d'euros, nous informe le club français dans son communiqué. C'était tout, mesdames et messieurs, pour votre page sportive. Merci de l'avoir suivi. La revue de presse. L'Obs place le soleil sur le quotidien Walf le matin. Double meurtre à Pékin Technopole, Nabouley et compagnie envoyés en prison. D'après plusieurs quotidiens parus ce matin dont l'Évidence et la Tribune, ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, assassinat, acte de barbarie, vol aggravé et complicité dans ces crimes. Les lourdes charges retenues contre Nabouley et compagnie à la une des Échos concernant l'inculpation de Nabouley dans l'assassinat d'Aziz Dabala et de Wali. Pékin choqué titre ce matin le quotidien Grand Panel. Le journal fait savoir que c'est la consternation dans le monde du showbiz. En tout cas, pour le quotidien L'Observateur, Nabouley s'enfonce car d'après les éléments de l'enquête, elle parlait avec les meurtriers jusqu'à 4h du matin. Et puis un autre sujet mis en exergue ce matin par plusieurs quotidiens, alors qu'il s'apprêtait à quitter le pays, Lat Diop interpellé à l'AIBD, informe la Tribune. Qui en veut à Lat Diop, s'interroge le public sur cette affaire d'interdiction de sortir du territoire. L'exclusif affiche en une, ni violeur ni voleur. Et puis suppression du Conseil économique, social et environnemental et du HCCT. Diomaye motive sa décision. Dans des propos rapportés par les quotidiens, cette proposition entre dans le cadre du raffermissement des réformes institutionnelles et de la rationalisation systématique des charges de l'État. Le journal évoque les motivations du chef de l'État relatives à cette dissolution. Les députés de Benno Bokk Yakaar à l'épreuve de l'équation de Diomaye explique Témoin quotidien avec une tendance générale vers un rejet du projet de Diomaye. Pendant ce temps, les députés prennent date. Ils se retrouvent ce matin en plénière, note le quotidien. Le quotidien, rationalisation des ressources et dépenses. L'Info quotidien nous informe sur comment l'État du Sénégal compte se serrer la ceinture et pour ce fait, dans le quotidien Les Échos, Sonko fait des coupes sombres dans le budget 2024, l'usage des consommables informatiques et des appareils électroniques dans les bâtiments administratifs réglementés, tous les programmes non essentiels supprimés, la masse salariale sera également policée, ajoute la même publication. En politique, vague de démissions dans le parti de Khalifa Ababacar Sall, Taxawu Sénégal se vide de ses cadres, écrit le quotidien Le Mandat. Tsunami à Taxawu Sénégal avec Khalifa qui perd 25 de ses cadres, lit-on dans Rewmi Quotidien. Sale temps s'exclame Besbi Le Jour avec ses démissions collectives. Khalifa perd sa matière grise, lit-on dans Dakar Presse. Et enfin, nous terminons avec ce sujet qui intéresse le quotidien national Le Soleil. Aphrodisiaque pour femmes à base de produits chimiques de drogue, le tababa, un danger intime, mentionne le quotidien national Le Soleil. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture. Très bonne lecture et très bonne journée. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Kodosek Keneme qui a assuré la partie technique et à toute l'équipe de la rédaction. L'info revient à 13h avec Maria Maba. Mais avant de se quitter, le rappel des titres. Dissolution des institutions telles que le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Les députés convoqués ce jeudi en plénière à Kaolack tout comme à Ziguinchor. Les acteurs politiques se sont prononcés. Réaction suivie au courant de cette
cette édition. Problème d'assainissement à Ndangan. Ses habitants réclament un système de canalisation pour faciliter l'évacuation des eaux de pluie. Vous les avez entendus également dans ce journal. Manque d'infrastructures de base. Kumbakara et Saresara crient leur désarroi. Dans ces dites localités, les populations vivent le calvaire. Ils réclamaient de meilleures conditions d'existence. Détails suivis également dans ce journal. Et puis dans la deuxième partie, vous avez eu la page inter, l'actualité sportive et la revue des quotidiens. C'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la meilleure des bandes FM. Alfayda FM, la référence. Le journal Ngoné Ndiaye, Rennes.